Bonjour à tous et bienvenue donc à ce webinaire sur le fonds de transition juste. Donc on va passer 1 heure ensemble. L'objectif de ce webinaire, c'est de vous permettre de bien comprendre la nature de ce projet, de cette subvention, ses objectifs, ses modalités de mise en œuvre, mais aussi de vous permettre d'appréhender les leviers que ça représente pour vous, entreprise, vers la transition écologique. On le verra dans le déroulé de ce webinaire. Le FTJ, c'est une réelle opportunité de bénéficier de fonds européens qui vont être des leviers puissants pour vous permettre d'atteindre les objectifs de neutralité carbone fixés pour 2050. Alors, le programme et le déroulé qu'on vous propose aujourd'hui, c'est d'aborder dans un premier temps les ambitions du fonds de transition juste, reposer le cadre de ce projet, de cette subvention, et évidemment de zoomer de façon plus opérationnelle sur les règles de gestion spécifiques. En termes pratico-pratiques, le support vous sera envoyé après le webinaire et évidemment, vous aurez accès au replay. Alors, n'hésitez pas aussi tout au long de la présentation, si vous avez des questions, à les inscrire au fur et à mesure dans le chat. On essaiera de les traiter au fur et à mesure. À défaut, on a un temps dédié d'échange en fin de webinaire qui nous permettra de revenir sur l'ensemble de vos questions. Alors, les ambitions du Fonds de transition juste. Alors, le Fonds de transition juste, c'est un fonds structurel européen. C'est d'ailleurs une nouveauté de la dernière programmation européenne 2021-2027, puisque vous le savez ou pas, mais en tout cas, les programmations européennes fonctionnent en pluriannuel sur 7 ans, et tous les 7 ans, la stratégie de l'Europe est révisée sur un certain nombre de points. Donc, sur cette dernière programmation, une nouveauté a vu le jour, le fameux FTJ, dont l'objectif est d'accompagner la transition énergétique et industrielle des territoires concernés par de fortes émissions de CO2 dans la transition vers une économie neutre en carbone, conformément aux objectifs de l'Union européenne dans le cadre des accords de Paris. Donc, à l'échelle européenne, effectivement, ça doit permettre de traiter le volet social de la décarbonation et en particulier du mix énergétique. Alors, en France, le budget, il est réparti pour les 2 tiers vers les conseils régionaux qui vont, eux, gérer plutôt le volet investissement. Et donc là, on va retrouver dans le volet investissement des financements sur les activités de recherche, d'innovation, de mutualisation d'équipements, d'investissements liés aux actions de formation, d'aménagement de plateaux techniques, etc. Et puis le tiers restant est plutôt orienté vers les OPCO et France Travail sur le volet formation, donc pour les publics, soit salariés entreprises ou demandeurs d'emploi. Donc l'objectif, on se l'est déjà dit finalement, hein, de l'Union européenne, c'est d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon de 2050. Donc l'idée pour ça, c'est de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc vous voyez, il y a des secteurs un peu plus polluants qui vont être appelés à soit se décliner, soit à se transformer en profondeur. Et puis, au-delà de ça, on est quand même sur un projet qui a un ancrage territorial très fort. Et donc, le coup de pouce au territoire doit permettre de diversifier les économies de ces territoires, de développer la recherche et l'innovation, de développer les énergies renouvelables et de soutenir évidemment la reconversion des travailleurs. Alors, les territoires concernés ont été sélectionnés selon plusieurs critères. Il y en a un que j'ai déjà cité, le niveau d'émissions des gaz à effet de serre et le nombre d'emplois liés aux industries polluantes. Donc, sur la base effectivement d'un diagnostic qui a été porté en concertation entre l'Union européenne et la France, en France, 6 territoires ont été identifiés. Vous les voyez apparaître sur la carte. Alors, évidemment, la région Auvergne-Rhône-Alpes, dont on va particulièrement parler aujourd'hui, mais pas que. D'autres régions comme le Grand Est, le Nord-Pas-de-Calais, la Normandie, tout ce qui est Pays de Loire et puis Provence-Alpes-Côte d'Azur. Sur ces territoires-là, il y a eu une contractualisation, un conventionnement réalisé entre l'OPCO 2I et je dirais l'opérateur côté ministère du Travail en charge du déploiement de ces actions, donc les fameuses DRIT, c'est-à-dire les représentants de l'État au niveau régional. Vous le voyez à la droite de l'écran, ce conventionnement a donné lieu à un montant de subvention qui a été attribué à l'OPCO 2I. Donc pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, il est de 10 millions d'euros sur 15 mois. Et puis vous voyez effectivement la déclinaison
selon les autres régions, le montant et leur durée de déploiement avec une précision sur les périodes de réalisation qui vous ont été apportées. Peut-être une remarque pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, puisque vous le voyez par rapport aux autres régions, on est sur une durée de déploiement qui est un petit peu plus faible. Pour autant, on s'inscrit bien dans un temps long au niveau de ce projet. Pourquoi? Parce que comme je l'ai dit auparavant, le FTJ est une nouveauté de la programmation européenne. Et concernant effectivement les représentants de l'État sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes, il a été décidé dans un premier temps de le déployer plutôt sur un temps court pour en faire un vrai retour d'expérience avant de le renouveler jusqu'à la fin de la programmation d'ici à 2027. Voilà. Donc, ce qui est intéressant et ce qui est important de retenir, c'est que certes, aujourd'hui, on a 10 millions d'euros à mettre à votre disposition sur un temps assez court, c'est-à-dire jusqu'à la fin de l'année, mais on s'inscrit bien dans un temps long, puisque l'objectif, c'est de renouveler cette subvention. Alors, avant de passer peut-être aux aspects plus pratico-pratiques du déploiement de cette subvention, il nous semblait intéressant d'illustrer un petit peu nos propos à travers le témoignage d'entreprises, en particulier situées sur le territoire de Auvergne-Rhône-Alpes. Donc là, dans la vidéo que vous allez voir, vous allez pouvoir entendre les témoignages de Vika, de l'entreprise Vika et Carbio sur le sujet. Et ce sont des vidéos qui ont été établies dans le cadre d'une opération qui s'appelle Les entreprises s'engagent. Donc, en 2 mots, les entreprises s'engagent, c'est un groupement d'intérêt public qui est ouvert à toutes les entreprises, donc potentiellement vous. À partir du moment où vous y êtes volontaire, ça vous permet quoi? Ça vous permet d'intégrer un collectif de pairs à l'échelle du territoire et a fortiori plutôt au niveau départemental, donc d'échanger entre pairs sur un certain nombre de problématiques, dont la problématique de la transition écologique, mais pas uniquement. Et ça vous permet aussi également, via une plateforme, d'accéder à un certain nombre d'outils qui peuvent vous permettre de vous mettre en action plus facilement sur l'ensemble des sujets qui sont traités au sein de ce collectif. Alors, dans les sujets qui peuvent être traités, évidemment, je l'ai évoqué, la sobriété énergétique, parce que c'est le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, mais pas que. Vous pourrez aussi échanger sur les problématiques d'emploi senior, lien école-entreprise, égalité des chances, emploi et inclusion, recrutement, etc. Voilà en 2 mots les éléments, et si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à vous connecter sur la chaîne YouTube du ministère où vous allez retrouver un certain nombre de vidéos, dont certaines qui expliquent ce qu'est ce collectif, comment il fonctionne et comment y adhérer. Alors, je vous propose de visionner du coup ces témoignages d'entreprise. Il y a du son là? Aujourd'hui, le fil rouge de notre stratégie industrielle est de décarboner. Notre ambition, c'est d'être le leader mondial du recyclage plastique. Nous avons été alertés au changement climatique par les scientifiques. Les ONG ont amplifié le mouvement et nous sommes maintenant au pied du mur. Pour réaliser les objectifs de décarbonation et de lutte contre le changement climatique, eh bien, les entreprises doivent s'y mettre. Arriver à entraîner cette masse considérable d'entreprises qui sont pleines de bonne volonté, mais qui ont parfois besoin d'être guidées et de voir les exemples d'autres entreprises, de s'inspirer les unes des autres, le MEDEF contribue à cet échange, à ce brassage et au rappel des engagements et apprécie de le faire, et c'est son travail. On est à l'usine de Montalieu-Versieux, une usine Vika qui produit du ciment. Le procédé de fabrication a beaucoup évolué, en particulier pour améliorer son efficacité et réduire ses émissions de CO2. On va remplacer complètement les combustibles fossiles qui sont traditionnellement utilisés, donc le charbon. Alors après, on peut aussi capter le CO2 dans les fumées, soit le stocker, soit le valoriser. On est en train de travailler sur un projet qui s'appelle Innovi, qui va mettre en œuvre le captage de CO2 et la conversion de ce CO2 en méthanol décarboné grâce à l'utilisation d'hydrogène qui sera directement produit par électrolyse sur ce site. Et donc c'est un carburant qui sera un nouveau vecteur énergétique décarboné et qui sera produit localement, ce qui garantit également une indépendance énergétique en local. Notre engagement est de tendre vers la neutralité carbone sur la chaîne de valeur. Et notre chaîne de valeur n'est pas uniquement la production du ciment. La décarbonation pour nous touche les processus industriels et les produits. Imaginons un pilier classique. On peut tout à fait imaginer demain avoir une structure qui a les mêmes propriétés physiques en utilisant l'impression en 3D. Comme vous le constatez, ici on va utiliser 50% de matière en moins. Donc on a une économie d'énergie et de CO2. Vous avez ici ce qu'on appelle un béton de chanvre. C'est un béton qui est constitué de ciment naturel prompt
et de chanvre. Il a deux bénéfices. À la fois, il nous permet de stocker du CO2 sous la forme d'un granulat végétal et il participe également aux économies d'énergie des habitations qui sont construites avec ces blocs par ses propriétés isolantes. Ici, vous êtes chez Carbios, à Clermont-Ferrand. Nous sommes la seule entreprise au monde à donner une fin de vie biologique au plastique. On a trouvé l'enzyme qui permet de dégrader le plastique PET. Donc une bouteille ou un t-shirt ou une barquette alimentaire, on arrive à la transformer dans les composants de base du plastique qui redeviennent du plastique à son tour. Donc aujourd'hui, on va pouvoir recycler un t-shirt en bouteille, une bouteille en t-shirt, ainsi de suite. Globalement, l'idée, c'est d'être complètement circulaire. Donc il faut bien sûr produire une première bouteille, mais à partir de sa première bouteille, on va pouvoir 30 fois, 50 fois recycler sans utiliser de matières premières pétrochimiques. Il a fallu 10 ans pour arriver à ce point-là et c'est de l'innovation made in France. Là, vous êtes dans une petite usine déjà, puisque c'est un démonstrateur industriel. Notre première usine, elle va être dans le nord-est de la France, à Longles-la-Ville. C'est notre première usine de 50 000 tonnes. 50 000 tonnes à Longles-la-Ville, ça représente environ 2 milliards de bouteilles recyclées par an, 2,5 milliards de barquettes alimentaires ou 300 millions de t-shirts. Donc c'est pour vous donner un ordre d'idée, c'est déjà une usine assez importante en termes de capacité de recyclage. Notre ambition, c'est de monter un certain nombre d'usines partout dans le monde avec cette technologie. Une des clés du réchauffement climatique, c'est l'innovation. Il faut, à travers l'innovation, apporter des solutions durables à la planète. Donc moi, je crois qu'il y a énormément de capacités d'innovation en France et qu'il faut pouvoir aider des entreprises pour arriver à un stade de maturité industrielle et ensuite pouvoir se développer. Excusez-nous pour ces problèmes techniques. Alors maintenant, voilà qu'on a balayé un peu la première partie de cette présentation qui repose les ambitions du Fonds de transition juste. Je vous propose effectivement maintenant de rentrer un peu plus dans le vif du sujet et de regarder de plus près quel est le cadre de déploiement de ce Fonds de transition juste. Alors d'abord, à qui s'adresse-t-il? Donc il y a une première cible visée à travers ce Fonds de transition juste, c'est vous, entreprise, et vos salariés. Alors côté entreprise, toutes les entreprises ne sont pas éligibles à ce Fonds de transition juste. Il y a un nombre d'élus restreint qui a été identifié selon les territoires et il a été identifié selon deux critères que j'ai déjà commencé à citer plusieurs fois. Le premier que vous voyez apparaître à votre droite, c'est plutôt un critère géographique. Il faut avoir un établissement sur un des 6 territoires FTJ qui vous a été présenté, a fortiori, comme on parle de la région Auvergne-Rhône-Alpes aujourd'hui, un SIRET, un établissement de votre entreprise à minimum présent sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il y a 2 secteurs privilégiés, l'Isère et le Rhône. Donc sur la partie Rhône, on va être plutôt sur la vallée de la Chimie avec tout le détail des communes que vous pouvez voir apparaître. Et puis sur la partie agglomération grenobloise, on est beaucoup plus large puisque globalement, on couvre quasiment la totalité du département. Et puis le deuxième critère, ça va être plutôt un critère sectoriel d'activité. Et donc là, les entreprises visées vont être celles qui interviennent plutôt sur le champ, on le voit, de la branche chimie, de la métallurgie pour partie, plutôt sur la filière mine et métallurgie, le pétrole, tout ce qui est matériaux de construction, ciment et verre. Et puis, il y a un autre champ d'activité qui est la production d'énergie, mais centré uniquement sur les centrales à charbon. Concernant le FTJ qui se déploie en Auvergne-Rhône-Alpes, nous n'avons plus de centrales à charbon, donc nous ne sommes plus concernés par ce champ d'activité. Donc, quand on croise effectivement ces deux critères qui sont bien cumulatifs, au périmètre de 2i Auvergne-Rhône-Alpes, on a identifié 204 établissements qui peuvent prétendre à ce fonds de transition juste. Donc, si vous êtes présent aujourd'hui, c'est qu'a priori, vous êtes identifié dans ces 204 établissements. Si toutefois, vous n'avez aucun établissement en aura, ce webinaire vous sera tout de même utile, mais effectivement, je vous inviterai à contacter vos régions d'appartenance et les régions sur lesquelles effectivement vous avez des établissements éligibles pour effectivement connaître un peu plus précisément les contours du déploiement du FTJ sur ce territoire en particulier. Et puis, au-delà d'avoir des entreprises éligibles, il y a des salariés éligibles. Et là, effectivement, les salariés éligibles sont ceux qui vont résider sur les zones d'emploi qui ont été listées sur le document que vous voyez en dessous. Alors,
pour nous, on va revenir sur les territoires éligibles, peu ou prou, qui ont été cités, donc la vallée de la Chimie, l'agglomération grenobloise, les communautés de communes entre Bièvre et Rhône, la communauté de communes des Balcons du Dauphiné. On va être essentiellement sur ces territoires-là. La bonne nouvelle, c'est que pour Aura, les zones d'emploi sont plus larges que les territoires éligibles, c'est-à-dire que ont été additionnées des villes en périphérie de ces territoires cibles. Alors, vous me direz, c'est un peu compliqué de s'y repérer, comment fait-on? C'est simple, on vous communiquera tout simplement, nous, un document sur lequel ont été listées l'ensemble des communes éligibles en termes de zones d'emploi qui vous permettront de vérifier facilement que les salariés qui bénéficient de formation dans le cadre de ce projet, ils sont bien éligibles. Alors, il y a également une deuxième cible sur ce fonds de transition juste. Pourquoi? Vous l'aurez compris, ce projet, il a un ancrage très fort au niveau local territorial. Puisqu'on le sait, pour être compétitif, vous avez besoin, vous vous inscrivez dans un territoire avec des partenaires. Donc, vous ne pouvez pas travailler tout seul. Il y a tout un écosystème qui se met en place. Et donc, je dirais qu'une partie de cet écosystème a été intégrée dans le projet, puisque la deuxième cible, ce sont bien vos sous-traitants à vous. Qui pourront y prétendre à ces fonds de transition juste, qu'on parle de vos fournisseurs ou qu'on parle de vos clients. Donc, pour en bénéficier, vos sous-traitants ont simplement besoin d'être bien présents sur les mêmes zones d'emploi que celles qui ont été quadrillées, en tout cas pour le FTJ Auvergne-Rhône-Alpes. Ils n'ont pas besoin, en l'occurrence, eux, d'appartenir à un secteur d'activité très ciblé, comme c'est le cas pour vous, entreprise. Pour en bénéficier, ils n'ont pas besoin que vous déclenchiez non plus des projets. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a identifié un sous-traitant qui est bien présent sur le territoire et qui dépend bien du périmètre et du champ de l'OCODESI, alors potentiellement, il pourra émarger et bénéficier de ce fonds de transition juste. Donc, vous l'aurez compris, vous, entreprise, vous allez être pour nous, et pour vous aussi, un acteur important pour identifier ces sous-traitants et puis qu'on puisse leur faire bénéficier aussi de ces fonds, ce qui pourrait, in fine, faciliter vos relations commerciales, notamment avec eux, par rapport à des exigences de cahier des charges, d'amélioration de la performance globale au niveau de l'ensemble de votre chaîne de valeur, intégrant vos parties prenantes. Donc voilà, ça, c'est effectivement un aspect aussi, je dirais, un peu plus innovant de cette subvention. Alors, quelles sont les formations éligibles à ce fonds de transition juste? Pour faire simple, toutes les formations y seront éligibles, à l'exception, évidemment, et ça c'est toujours le cas et vous commencez à en avoir l'habitude, les formations qui relèvent de l'obligation générale de sécurité de l'employeur. Donc, à titre d'exemple, SST, incendie, EPI, manipulation d'extincteurs, etc. Et puis, les formations internes, ça c'est une spécificité liée au fonds européen. On aura quand même une attention particulière dans les formations qu'on financera quant au fait qu'elles concourent bien à anticiper les conséquences liées à la décarbonation, à sécuriser les parcours professionnels, garantir l'employabilité, accompagner les transitions professionnelles, les changements de métier ou de profession. On l'a dit, il y a certains secteurs qui sont amenés vraiment à se transformer dans ce cadre-là. Et puis, anticiper les évolutions prévisibles en matière d'emploi, de métier, de compétences, qualifications, etc. Donc là, ce qui est important de retenir à votre niveau, c'est que finalement, à part les deux exceptions citées, toutes les formations qui vont concourir au développement et au maintien de l'employabilité de vos collaborateurs pourront être éligibles. À partir du moment quand même, et on aura une attention particulière par rapport à ça, où il existe bien un projet de transition écologique industrielle et a fortiori décarbonation porté par l'entreprise. Et donc là, effectivement, toutes les formations qui pourront avoir un impact direct ou indirect sur la transition énergétique et industrielle des entreprises pourront faire l'objet d'une prise en charge. Alors, vous me direz, quel serait le montant de cette prise en charge? Les voici. Alors, vous voyez en bas qu'il y a deux niveaux de prise en charge distincts. Il y a la partie qui est en orange, vous voyez des taux dégressifs en fonction, enfin des taux variables plutôt en fonction des tailles d'entreprise. Ça, c'est les taux qui sont applicables à tous les FTJ des autres régions,
à l'exception de la région Auvergne-Rhône-Alpes, puisque pour notre région, il y a un taux unique de financement qui est appliqué à hauteur de 50% des coûts pédagogiques. Alors pourquoi? Simplement parce que quand on regarde la région Auvergne-Rhône-Alpes, on est en termes de PIB la deuxième région la plus riche et donc à l'échelle de l'Union européenne, on ne faisait pas partie des territoires les plus en difficulté sur lesquels il fallait appuyer en termes de financement. Pour autant, on a quand même 50% de prise en charge sur l'ensemble des coûts pédagogiques. Là, par rapport à tout ce qu'on s'est dit, on constate quand même qu'il y a une réelle opportunité qui est dans vos mains là, de saisir ces financements puisque vous êtes peu d'élus, je l'ai dit, donc vous êtes peu d'entreprises éligibles avec une enveloppe relativement conséquente. On va être sur une assiette de formation éligible très large qui nous permettrait de vous accompagner sur la quasi-totalité de votre plan de développement de compétences 2024, sous réserve que vous ayez bien, encore une fois, un projet de transition écologique versus décarbonation, effectivement, dans les tuyaux. Donc, c'est vraiment voilà, une opportunité pour vous à saisir, d'autant plus qu'aujourd'hui, on a ces fonds à notre disposition. On sait que dans le cadre de la programmation qui va jusqu'à 2027, on en aura, mais on ne sait pas si les montants seront toujours aussi importants. Et puis, on sait qu'à un moment donné, ça s'arrêtera. Donc, c'est vrai que être dans une posture d'anticipation, c'est quand même plus facile que de subir une réglementation qui se durcit sur le sujet et de devoir enclencher un certain nombre de transitions et de changements à un moment où on ne pourra plus vous accompagner pour le faire. Donc, c'est vraiment une opportunité à saisir, je dirais, maintenant. Voilà, pour faire très simple. Alors, quelles sont les règles de gestion spécifiques? Alors, on est sur des fonds européens. Donc, pour ceux qui ont l'habitude de mobiliser des fonds européens, vous savez qu'on est sur des règles administratives un peu plus strictes. Alors, un premier point important à bien avoir en tête, c'est qu'on doit démontrer dans le déploiement de ces fonds ce qu'on appelle la règle dite d'incitativité. Autrement dit, on doit démontrer que sans la mise à disposition de ces fonds européens, vous auriez des difficultés à déployer cette action de formation, ce qui se traduit de façon opérationnelle par le fait que vos dossiers doivent être engagés impérativement avant le début de la formation, ce qui veut dire à votre niveau que la demande de prise en charge doit être réalisée en amont et dans un délai suffisamment raisonnable pour nous permettre à nous, aux pros derrière, de l'engager avant la date de début de formation. Ça, ce sera vraiment une règle qui ne pourra absolument pas être discutée et sur laquelle il n'y aura aucune dérogation possible. Le paiement direct à l'organisme de formation doit être privilégié. La contrepartie, c'est-à-dire le reste à charge qui n'est pas porté par l'OPCO2I, se fait sur des fonds privés. Donc, ça peut être vos versements volontaires à vous, entreprise, ou éventuellement, si vous en bénéficiez par le biais de votre branche, une contribution conventionnelle. Et puis, là aussi, comme on est sur des règles plus strictes liées à l'Union européenne, la preuve de réalisation des actions de formation, la seule preuve qui sera acceptée sera la feuille d'émargement signée par demi-journée. On ne pourra pas accepter les certificats de réalisation comme c'est le cas pour la plupart de nos autres projets. Alors, il y a une question, je ne la vois pas, je veux bien qu'on la lise. On a une question. Qu'appelez-vous un délai raisonnable? On va se dire qu'à minimum, une petite semaine avant, c'est vraiment le délai voilà, le plus concentré qu'on puisse imaginer. Après, si vous avez des échanges très réguliers avec votre conseiller formation et que vous avez eu une période de tension qui fait que dans la saisie, vous êtes vraiment très juste, voilà, si vous êtes en relation voilà, de proximité avec votre conseiller, on pourra parfaitement gérer ce délai court et mettre en place en ordre de marche chez nous une organisation pour faire en sorte que votre dossier soit prioritaire à l'engagement par le gestionnaire, effectivement, qui gère votre compte. Mais à minimum une semaine, à minimum une semaine. Parce qu'effectivement, nous, en amont de l'engagement, c'est aussi un point important, vous l'avez vu, on a des règles d'éligibilité à vérifier, il y a des règles un peu plus strictes et il nous faut aussi, pour vous garantir le financement, pouvoir faire ces vérifications d'usage. Donc, je dirais à minimum une semaine. Voilà. On vous a rappelé
également les… Est-ce que les formations en comptabilité peuvent être éligibles? Bah, comme je l'ai dit, sur le principe, aucune thématique de formation, à l'exception des formations obligatoires qui relèvent du champ d'obligation de l'employeur et les formations internes, donc aucune formation sur le principe n'est exclue de ce financement. Donc, a priori, et là, il faudrait quand même que, et c'est bien, vous me faites une transition sur les pièces obligatoires, il faudrait quand même qu'on puisse vérifier dans la convention d'adhésion FTJ que vous allez nous compléter, quel est votre projet en matière de transition écologique et de décarbonation pour que effectivement il y ait un sens de portée à cette demande de prise en charge sur la comptabilité, par exemple. Mais effectivement, parce que ça peut être comptabilité, je ne sais pas, ça peut être lié au fait que vous positionnez sur des nouveaux marchés, sur des incoterms, sur un marché international avec des règles de taxes, de TVA un peu particulières. Donc, tout ça doit être quand même à minimum contextualisé. Et cette contextualisation, on vous la demande dans la première pièce qui s'affiche là sur les pièces obligatoires à nous communiquer à l'engagement, à savoir votre convention d'adhésion. Dans cette convention d'adhésion, on vous demande un certain nombre d'informations liées à votre structure. Donc ça, c'est relativement simple. Et puis, on vous demande effectivement de nous présenter votre projet de transition écologique versus décarbonation. Et puis, derrière, de faire du lien entre finalement votre plan de formation, ses axes stratégiques et ce projet global de l'entreprise en matière de transition écologique. Et on vous le demande à l'échelle globale par rapport à d'autres dispositifs, peut-être que vous connaissez déjà et qu'on déploie chez nous, où on vous demande de le faire à l'échelle de l'action de formation. Là, ce n'est pas ce qui vous est demandé, mais par contre, on a besoin de s'assurer que vous êtes bien dans une trajectoire de décarbonation, que vous avez en conséquence un plan de formation avec des axes stratégiques qui, directement ou indirectement, permettent de répondre à cette orientation qui est prise par votre entreprise et a fortiori qui est soutenue par l'Europe à travers ce fonds de transition juste. Voilà. Dans les documents aussi qu'on vous demandera à l'engagement, il y a un annexe stagiaire, puisque vous l'avez vu, la spécificité de ce projet, c'est au-delà de l'éligibilité des entreprises, on a aussi à vérifier l'éligibilité des salariés. Donc, par rapport à ça, on aura quelques données salariées qui seront nécessaires à nous communiquer. Et puis après, vous aurez les documents classiques dont vous avez parfaitement l'habitude, convention, programme. Et puis, pour les sous-traitants, on aura une spécificité puisqu'il faudra, ça je l'ai montré tout à l'heure, un document qui nous indique une contractualisation entre ce sous-traitant et vous. Donc, à minimum, sur ce document, il nous faudra identifier les deux parties prenantes. Et puis, effectivement, des éléments de durée quant à ce contrat, en s'assurant que ce contrat couvre bien la période de déploiement des actions de formation qu'on pourrait financer pour vos sous-traitants. Tout le reste, qui a en plus un caractère confidentiel, pourra être masqué. Nous n'en avons pas besoin. Et puis, il y a aussi également les pièces obligatoires au paiement. Alors, qui dit fonds européen dit évidemment bulletin de salaire du mois de démarrage de la formation. Là aussi, il y aura des mentions sur ce bulletin de salaire obligatoire qu'il nous faudra pouvoir voir distinctement. Celles relatives à l'entreprise, raison sociale, adresse et code NAF, pour vérifier par rapport aux critères qu'on s'est énoncés votre bonne éligibilité. En même temps, on n'a aucun doute sur ce sujet-là dans le sens où nous, on a travaillé nos fichiers entreprises. Donc, si vous êtes aujourd'hui invité à ce webinaire, c'est que vous avez, pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, un SIRET qui est bien sur les territoires éligibles, avec une activité qui correspond aux critères d'éligibilité du FTJ. Donc, sur ce point-là, on n'aura aucune difficulté, mais c'est des éléments qu'on doit fournir lors des contrôles qui seront réalisés ultérieurement. Et puis, sur ce bulletin de salaire, évidemment, les informations qui sont relatives au salarié, en particulier son identité et son adresse par rapport à la vérification de son lieu de résidence. Il n'y aura pas de substitut possible au bulletin de salaire. En revanche, vous pouvez nous l'envoyer simplement avec l'entête complétée et tout le reste que masqué, puisqu'effectivement, on sait que l'accès à ce document chez vous peut poser un certain nombre de difficultés liées aux règles RGPD notamment. Les feuilles d'émargement signées par le stagiaire, co-signées par le formateur par demi-journée, on en a parlé, avec la mention du logo européen et évidemment la facture. Voilà pour les éléments
je dirais, plus pratico-pratique sur les règles de gestion. Devons-nous donc demander aux OF d'apposer le logo européen sur les feuilles d'émargement? Oui, tout à fait. Et en fait, nous, on pourra leur fournir des modèles, hein. On a des modèles types qui circulent. Donc, ça veut dire qu'à partir du moment où vous avez eu un temps d'échange avec votre conseiller, que vous avez pu étudier l'opportunité finalement d'émarger à ce dispositif, que vous avez étudié votre plan de formation 2024 avec lui et les formations qui pouvaient y être éligibles, nous, on vous fournit, entre guillemets, un petit package de documents qui va sécuriser derrière vos relations avec vos prestataires tels que les organismes de formation. Donc, on a des exemples tout faits de feuilles d'émargement avec les logos qui vont bien, organisés de la façon qui va bien, par demi-journée, etc. Donc, ça, on pourra vous le fournir. Et puis là, à titre d'exemple, puisqu'on parle de documents, je vous ai mis un extrait effectivement de la fameuse convention d'adhésion sur lequel vous voyez sur la dernière partie, il vous est demandé voilà, de décrire un petit peu votre plan d'action en matière de réduction de gaz à effet de serre. Voilà. Élodie, est-ce que tu peux préciser la mention du logo européen? C'est-à-dire? Que signifie mention du logo européen? Ah oui, sur la feuille, quand j'ai mis ici, sur les feuilles d'émargement, ça veut juste dire qu'il faut le logo européen qui s'affiche sur la slide en haut à droite. Ça veut simplement dire ça. Effectivement, le terme mention peut prêter à confusion. Si vous préférez, c'est présence du logo européen sur ces feuilles d'émargement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas pour l'instant. Alors, peut-être juste, voilà, si toutefois d'autres questions apparaissaient d'ici là. Ah, il y en a. Alors, peut-être, voilà, juste en ouverture, vous rappeler effectivement qu'on a notre site internet. Sur ce site, vous pouvez y trouver une page dédiée sur ce fonds de transition juste, ainsi qu'une plaquette de présentation. Vous pouvez aussi accéder à notre observatoire sur lequel vous pourrez identifier, mais je pense que vous en avez déjà bien entendu parler, de l'étude sur l'impact de la transition écologique sur les métiers et les compétences de l'industrie, qui a été fondatrice pour nous pour commencer à vous accompagner sur ces sujets de transition écologique. Sur ces sujets de transition écologique, on sait aussi que voilà, il y a des états d'avancement pour les uns et les autres qui peuvent être différents en termes de maturité sur le sujet. Sachez qu'en articulation avec ce dispositif, il peut, voilà, on peut vous aider à formaliser votre projet de transition écologique, à en identifier les conséquences sur la fonction RH et a fortiori sur les volets emploi, compétences, formation de vos collaborateurs. Pour ça, on a effectivement un dispositif qui s'appelle le DESI Diagnostic Transition écologique que vous pouvez déclencher à tout moment dès à présent. Voilà, donc dont vous voyez les conditions de mise en œuvre, donc pouvant aller jusqu'à une durée maximum de 10 jours, financée à 1 000 € au jour. Donc là aussi, vous pouvez aller consulter notre site sur lequel vous retrouverez un certain nombre d'éléments. Et en articulation aussi avec ce FTJ, n'oubliez pas effectivement une autre offre de service à votre disposition que sont les actions clés en main qui ont été enrichies avec un volet transition écologique récemment. Donc l'offre telle qu'elle a été portée dans les actions clés en main se veut avoir une approche positive de la transition écologique sous l'angle de l'amélioration des performances économiques et renforcement de son attractivité en termes d'entreprise. Donc l'offre a pour but de répondre à 3 objectifs, vous permettre de vous approprier ce sujet pour vous engager sur un plan d'action, vous accompagner dans la mise en œuvre d'actions un peu plus concrètes que celle-ci revêt ou pas une notion d'investissement, et puis vous outiller pour structurer votre réflexion dans la définition de ce plan d'action. Donc c'est vraiment une offre qui a été, je dirais, packagée, vous voyez, en 4 phases différentes: sensibiliser, engager, investir, déployer, ce qui nous permet de prendre en compte en fait votre niveau de maturité, là où vous en êtes en matière de réflexion sur le sujet, et puis de pouvoir vous faire évoluer. Donc vous le comprenez bien, ces actions-là seront éligibles dans le cadre du FTJ
a priori. Et de même en amont, si vous avez besoin d'aide pour formaliser un peu mieux votre projet, vous pouvez déclencher la prestation de Diagnostic Transition écologique. Voilà, donc ça, c'était juste un complément porté à votre attention pour vous dire qu'on peut vous accompagner plus globalement sur votre projet et que vos conseillers formation restent à votre écoute, effectivement, pour en échanger plus précisément. Je ne sais pas si de nouvelles questions sont apparues dans le chat. A priori, non. Écoutez, on finit largement dans les temps. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute. J'espère que ça vous aura donné envie de rencontrer très, très, très prochainement et très vite votre conseiller formation pour échanger autour de ce dispositif et puis qu'on puisse vous accompagner dans le déploiement de votre plan de formation 2024 dans ce cadre-là. Je vous souhaite une très belle fin de journée à tous. Merci. Au revoir.